Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je considère que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Juste une dissolution. Avec le Rassemblement national, il y aura la privatisation. Il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. Intelligence artificielle ou connerie naturelle. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Pas encore, pas partout quand même, heureusement, mais nous sommes guerre des mots, guerre des positions, guerre des partis, guerre des idéologies. On y va en sociétal, en social. La parole est lâchée. Jusqu'à quand? Évidemment, jusqu'aux urnes du 30 juin et du 7 juillet. Date fatidique, date critique ou date comique? C'est à vous d'en décider. On va en parler tout de suite, mais après, nous allons recevoir évidemment, pour parler de l'état de la France, avec Driss Ghali, essayiste et spécialiste en relations internationales. Nous allons ensuite parler évidemment de la Corée du Nord, qui a accueilli triomphalement Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe entre la Corée et la Russie, pendant que le même jour, Joseph Robinette Biden recevait une délégation de LGBTQI+. Donc voilà, les camps sont faits. Avec François Costantini, on va en parler, géopolitologue, et puis les perles, Yannick Jadot sur France Info, bien sûr les militants qui aspergent les menhirs de Stonehenge, 30 000 ans, Michel Houellebecq, jugé trop enfonçant par l'intelligence, et en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Michel Onfray, philosophe, essayiste, pour son plus récent bouquin « Qu'est-ce qui gouverne le monde ?» On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. D'habitude, les merveilleuses goguettes, la parodie, effectivement, Just a Dissolution. Mais est-ce que cette dissolution va nous mener où? On en parle avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali, essayiste, spécialiste en relations internationales. Il est auteur de Français ouvrez les yeux, la contre-histoire de la colonisation française et de la diversité au séparatisme, son plus récent ouvrage, aux éditions Complicité. On l'avait reçu d'ailleurs pour ses livres. Alors Driss Ghali, là vous revenez du Brésil, vous allez au Maroc, vous êtes toujours un peu partout, mais vous vous arrêtez à Paris, bien sûr, votre pays, et je voudrais savoir un peu ce que vous inspire, ce que vous dit, ce qui se passe en ce moment entre la peste brune qui revient, l'ultra-gauche qui va absolument tout flamber, le centre, cette dissolution. Alors on parle article 16, les pleins pouvoirs, on parle aussi d'émissions, on parle de tout ça. C'est-à-dire, on a l'impression que tout a été en l'air et on attend que ça retombe, et que ça retombe quand? Évidemment, le dimanche soir au premier tour et le 7 juillet au second tour. Oui, nous vivons plusieurs crises en même temps et plusieurs émancipations en même temps. Donc c'est une période très féconde, puisque nous assistons très certainement à la fin du consensus bourgeois. On peut le définir comme ça. Qu'est-ce que vous appelez le consensus bourgeois? Le consensus imposé par la bourgeoisie, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, et qui était imposé dans le discours médiatique, à l'école, j'allais dire à l'église. Un discours univoque, la doxa de la pensée unique, c'est ça. Doxa qui a pour intérêt, c'est une coïncidence, qu'elle sert les intérêts de la bourgeoisie. Donc il lui permet de rester bourgeoise, de garder sa situation, donc d'avoir ses domestiques d'origine Europe de l'Est, d'origine Maghreb, ses livreurs Uber, de pouvoir vivre à Paris, de pouvoir payer le mètre carré 10 000 € à Paris, alors que le peuple ne peut pas le faire. 10 000 € minimum. Minimum, c'est un minimum. Oui. Voilà. Et ce consensus bourgeois, cette doxa, c'était moins de France, plus d'Europe, moins de peuple français, plus d'immigration, moins d'agriculture française, plus de libre-échange international. Et là, c'est en train de partir en l'air. Le peuple n'en veut plus. Et il y a... Ça, c'est la première chose. Et la bourgeoisie court après.
Alors, elle est désespérée. Vous les voyez, on dirait... Ça rappelle Versailles en 1789. Enfin, on n'a pas vécu ça, mais soyez raisonnable. On est en train de dire aux sans-culottes, soyez raisonnable. La France va être... Je veux dire, ce n'est même plus, vous voulez du pain, on donnez d'or de la brioche. C'est même plus le boulanger, la boulangère, le petit mitron. C'est aujourd'hui, c'est un peu la panique, si vous voulez, quelque part. Oui, la panique, c'est le discours... On le voit, le marqueur, c'est le discours moralisant. Quand le politicien fait un discours moralisant, c'est qu'il n'a plus d'arguments. C'est s'il vous plaît, parce que c'est comme chez nous dans les pays musulmans, c'est vous irez en enfer, c'est haram. Là, on est en train de dire aux Français, c'est haram, ne votez pas pour les extrêmes, parce que c'est pas bien, il y aura pas la retraite, vous serez punis. Il ne manque plus que la chasse aux sorcières. On est vraiment dans une espèce de pensée magique, et on voit bien que le système n'a pas beaucoup d'arguments. Ouais. Ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est on a une leçon de politique vraiment de pure et dure, véritable. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi l'émotion. Les gens votent avec leur tripes aujourd'hui. Il y a une colère contre le président qui est extraordinaire. Et les gens, ils n'ont pas besoin de lire les programmes des extrêmes. Ils veulent sortir Macron. C'est un moment presque révolutionnaire. Quand on dit que c'est un référendum pro ou anti-Macron, c'est ça pour vous. En fait. Comme ça a été ça pour les européennes, c'est encore ça? Ou bien c'est plus que ça encore? C'est plus que ça. Je pense qu'il y a deux étages. Il y a l'étage Macron qui cristallise parce que tous les ressentiments. Je pense qu'il faut... C'est pas être macroniste que de dire qu'il y a du ressentiment contre lui, souvent injuste et irrationnel. Parce que, au fait, les gens cristallisent sur lui. Parce que c'est ce que j'ai appelé ce matin dans un tweet, le dégrisement. On est en cellule de dégrisement collectivement. On est passé de l'enchantement par rapport au premier de la classe, et Mozart de la finance, Ricoeur, Davos, parle anglais très bien, le chouchou du système. D'ailleurs, il a une élocution, un talent oratoire extraordinaire. Tout à fait. Il pourrait me vendre des tapis, voilà. Il pourrait les vendre des personnages aux Sénégalais. Des personnages aux Sénégalais, exactement. Et on est passé de ça à l'image du petit chef narcissique, manipulateur qui harcèle et qu'on déteste. Et les Français, là, ils voient en lui quelque chose de détestable, alors qu'il n'est pas complètement. Il n'y a pas que du noir ou du blanc dans Macron. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est l'immense colère. On a fait, alors je vais être très vulgaire, on a fait les gens cocus. Les gens ont été cocufiés. Ils ont cette impression-là. Parce que je vais être très, très, très basique. Allez-y. Les gens ont accepté volontiers le chamboulement démographique. Ils ont accepté le chamboulement démographique, l'immigration de masse, du moment qu'on conserve leur pouvoir d'achat. Et le contrat a été tenu. Depuis 20 ans, nous avons la Chine qui nous inonde d'électronique, d'iPhone et de Samsung, pas cher. Donc on a pu garder le pouvoir d'achat. Le discount aussi, Amazon, les gens ont pu garder leur pouvoir d'achat. Ils ont quitté les métropoles pour pouvoir se loger encore. Et là, on sont avait rattrapés. De quoi vivre. On avait de quoi vivre. Ouais. Depuis 2 ans, au prétexte de l'Ukraine, au prétexte de la crise Covid, au prétexte du chamboulement du marché de l'énergie, les gens n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à se nourrir. Enfin, ils se nourrissent moins bien, et là, ils ont été cocufiés. Là, ils sont en grande colère parce qu'ils ont perdu leur pays et ils perdent leur situation. Et là, c'est un tsunami, je ne sais pas comment on peut l'arrêter. Et alors, justement, en fait, c'est une espèce de mouvement de masse qui profite au Rassemblement National, en l'occurrence. Et qui ne vient pas que des classes populaires. Vous avez maintenant des cadres qui votent RN, parce que le pouvoir d'achat, le frigo a été le point de bascule. Parce qu'ils ont accepté finalement la diversité. Ils s'en sont éloignés. Ils ont quitté Paris pour aller dans les Yvelines. Mais tant que justement, voilà. Et puis il y a quand même après l'insécurité, les émeutes, bien sûr, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Mais justement, Driss Ghali, est-ce que ça signifie au-delà de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas on le voit aujourd'hui, regardez les 3 blocs, enfin on en parle un peu partout, dans le bloc effectivement Nouveau Front Populaire, et je voudrais qu'on en parle parce que on est en France, on revient toujours aux références historiques, soit les heures les plus sombres, soit 1789, soit la Bastille, soit ceci, soit cela. D'un autre côté, nous avons l'union des droites avec tout ce qui se passe, je t'aime moi non plus, Reconquête, Rassemblement National, Marion Maréchal, Zemmour et compagnie, et puis le bloc central, celui-là dont vous parlez, le bloc dit bourgeois, enfin en tout cas, et qui est là, et dont Macron, on peut penser qu'il espère quand même qu'il sera présent au 2e tour des législatives. Mais en fait, ça traduit quoi? Ce qu'on disait, vous savez, le côte à côte et face à face de Gérard Collomb, ça fait déjà 10 ans ou 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une France fracturée ou archipélisée? C'est une France qui ne sait plus où elle est? Comment vous le ressentez?
Moi, je pense qu'il y a une France indignée. Je pense qu'il y a le sentiment aujourd'hui, c'est la colère et l'indignation. Le contrat n'a pas été tenu. Les gens ont accepté, ils ont accepté l'Europe, ils ont accepté la dilution dans l'Europe, ils ont tout accepté. Le Covid, tout. Mais là, le frigo commence à être vide. Avec tout ce qu'il y a derrière, hein. Il peut plus voyager, il peut plus aller au restaurant, il faut payer maintenant les frais, les soins parce que le public est tombé, l'hôpital public est en loc, il faut mettre les gosses à l'école privée parce que voilà, tout le grand déclassement. Donc vous avez cette formidable indignation qui habite le pays, et vous avez un bloc bourgeois qui est victime de Macron, en fait, parce que à leur place, je me débarrasserai de Macron, parce qu'il y a encore une légitimité bourgeoise. Oui. Et il y a quand même 30% des gens qui ont voté Glucksmann et Hayek. Ça fait quand même un bloc. Ouais. Et je vois qu'il y a, alors on nous dit l'extrême droite, l'extrême gauche. Si on joue à ce petit jeu-là, tout le monde est extrême, parce qu'il y a un extrême centre qui nous a mené à la situation où nous sommes. C'est ça. Le monsieur Macron, c'est l'extrême centre. C'est un extrémiste du centre. Ah oui. C'est ça, ouais. C'est je veux emmerder les non-vaccinés, c'est pas très inclusif. Je veux diaboliser les Français qui votent à l'extrême droite, c'est pas très inclusif. Pendant le confinement, je vous mets dans une dictature j'allais dire à la nord-coréenne, mais disons une dictature bien lourde avec le pass sanitaire et toute la stigmatisation les soignants suspendus, etc. Non, Ouais. je suis extrêmement incompétent. L'économie a été dévastée. Les comptes publics, on a plus de 190 milliards de mémoire d'euros de déficit commercial. Dette publique, oui. La dette publique, j'en parle même pas. Le déficit commercial. Vous avez un 5,5% de déficit. Tout à fait. Voilà. Ils avaient prévu 3 et quelques, enfin les 3%, oublions, on en a parlé là. Extrêmement incompétent en Afrique, parce qu'on s'est fait rejeter du Sahel, où la France était dans son précaré, entre guillemets. Donc c'est ça l'extrême centre. Et donc on ne peut pas reprocher aux gens d'aller chercher des alternatives. Mais alors comment ça se fait? Alors ce centre-là, pour le moment, il peut pas remplacer Macron. Macron est là. Bien sûr. Et en fait, constitutionnellement, il est là encore pour 3 ans. À lui de voir s'il y a d'autres alternatives, mais c'est lui qui décide. Enfin, pour le moment. Et vous croyez que cette dissolution-là a été bien vécue ou mal vécue? Par le Par les centre. Français, oui, par le centre même, oui. Par le centre, je pense qu'ils l'ont vécu comme une trahison. Ils osent pas le dire parce que Non, mais on a vu les Oui, têtes. On a vu les têtes. Oui. comme la fin d'une rente de situation, parce que ces gens-là se considèrent comme le camp du bien, ils y croient vraiment. Ils sont responsables. Ils sont la raison, et nous autres sommes des gueux, des barbares, des irresponsables, voire des fascistes, voire de je sais pas quoi. Donc ils se sentent trahis. Et on est vraiment dans aussi un moment historique. Il y a un rejet de la démocratie. Ils ne veulent pas voir le peuple. Ils ne veulent pas être soumis au vote populaire. Il y a une espèce de... Parce que ces gens-là, quand vous voyez, ce qui leur tient à cœur, ce sont que des réformes qui ne demandent pas le saut de la légitimité du peuple. Ils veulent l'immigration de masse, ils veulent pas consulter le peuple. Ils font l'Europe dans le dos du peuple. L'Europe, c'est vraiment l'idéal macronien. C'est-à-dire que ces gens-là, ils font tout à Bruxelles entre eux. Et le peuple, il vote encore pour quelques députés de temps en temps. Voilà. Donc vous avez on est dans un moment vraiment où la démocratie, pour la première fois, pose problème. En tout cas, la démocratie telle qu'elle est vécue en ce moment. Oui. C'est Voilà. ça. Parce que Macron, là, il a appuyé sur le bouton nucléaire, pas parce que Macron aurait été démocrate. Parce qu'on nous dit souvent Macron est à un moment gaulliste. Non. De Gaulle n'aurait pas donné 20 jours pour faire la campagne. Il aurait donné quelques temps quand même. Il n'aurait pas fait ça avant les JO. Il n'y avait aucune urgence. On n'est pas en guerre avec la Russie ou avec l'Algérie. Il y avait De Gaulle, pour sortir de l'Algérie, il a mis 3 ans avec des jalons. Il a pas couru. Donc c'est pas un moment démocratique. C'est un moment de vous voulez les extrêmes, eh bien vous allez les avoir. C'est ça. On se venge, c'est la maltraitance. Je lance ma grenade découpillée et débrouillez-vous. Débrouillez-vous, vous allez vous plaignez du frigo vide, il sera encore plus vide et vous allez vous plaindre à Bardella. Alors, Driss Ghali, justement, dernière question. Vous êtes, je ne dirais pas un globe-trotter, mais vous êtes un voyage entre l'Amérique du Sud, le Maghreb. Comment tout ça est vécu à l'étranger? Ce que vous entendez, ou enfin, comment c'est vécu, que ce soit au Maghreb ou ailleurs? Comment... Bon, au Maghreb, il y a les élites et il y a les pouvoirs en place, il y a les peuples. Je pense que les peuples, tout le monde se doute au Maghreb qu'il y a quelque chose qui va mal en France. Et à cause ou grâce à TikTok, il y a une vidéo qui a beaucoup viralisé, c'est celle des rats à Paris. Des rats énormes, les surmulots, pardon Madame Hidalgo, les surmulots.
Moi, on m'en parle même dans mon petit village. Ah ouais. Parce que TikTok est partout, c'est le média maintenant. Bien sûr. Ah oui, voilà, Paris, la saleté à Paris. Et voilà. Donc les gens comprennent que les Français sont indignés, mais en même temps, ils sont un peu inquiétés par le RN parce qu'il est diabolisé dans la presse marocaine, algérienne, tunisienne. Sûr, ouais. On leur dit c'est le retour des Waffen-SS et ainsi de suite. Donc il y a cette ambivalence. Dans les régimes en place, là je me limite au Maghreb, c'est pas forcément l'inquiétude. Je pense au Maroc, Tunisie, la droite, notamment la droite radicale, disons, a des bonnes relations avec les régimes. Il y a un rejet de Macron. Ouais. Donc il y a aussi un dégagisme de Macron au Maroc et en Tunisie. Hein. En fait, c'est un anti-macronisme sans frontières, quoi. C'est un anti-macronisme sans frontières et ça c'est une leçon peut-être pour la suite. C'est méfions-nous des produits marketing qui nous ont explosé à la gueule. Et ce n'est ni juste pour Macron qui n'a pas que des défauts. Non, bien sûr. Il arrête quand même. Oui. Et ce n'est pas juste, et c'est surtout très très grave pour la France, parce que ce qui est en jeu, c'est la place de la France dans le monde. Vous voyez ce qui s'est passé au Sahel, en Afrique de l'Ouest, où on se fait dégager, non pas par les Russes ou par les Chinois ou les Turcs, par les Africains, qui parlent le français. Donc on se fait dégager par des gens qui sont nos frères et nos sœurs de cœur et d'esprit. De cœur et de culture. Voilà. Non, c'est assez intéressant et c'est fou parce que la grenade dégoupillée a été lancée. On verra si c'est une explosion ou un feu de paille. En tout cas, merci Driss Ghali de vos analyses. Et on rappelle votre livre Français, ouvrez les yeux aux éditions de l'Artilleur. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On va parler géopolitique. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant ce temps-là, pendant le temps des polémiques, des injures, des explications, du matin au soir et du soir au matin, en attendant les urnes, eh bien, il se passe quand même beaucoup de choses dans le monde. Il ne faut pas l'oublier, parce que, vous le savez, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi nous sommes tous liés. Et qu'est-ce qui se passe, notamment la formidable réception qu'a offerte par Kim Jong-un, le leader maximo de Corée du Nord, à Vladimir Poutine, qui est maintenant au Vietnam. Pendant ce temps, d'ailleurs, à la Maison-Blanche, Kamala Harris, la vice-présidente, recevait Queer Isle, où on fêtait les progrès de la communauté LGBT dans une cérémonie tout à fait bariolée et diversifiée. François Costantini, bonjour. Bonjour, M. Berkov. Bonjour. Heureux de vous avoir. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes auteur, je rappelle, de ce livre, Les relations internationales en fiche, aux éditions Ellipse. Il y a de quoi parler justement des relations internationales. C'est intéressant de voir le contraste, même si c'est entre les images que nous avons ici, entre les manifestations, certaines émeutes, des déclarations, alors à tout va, et puis Vladimir Poutine reçu par Kim Jong-un et puis par les leaders vietnamiens en grande pompe, les LGBT aussi, là, effectivement, c'est le même jour, hein, sinon on n'aurait pas à parler, mais quand même reçu en grande pompe également à la Maison-Blanche par la vice-présidente. Et au fond, pendant que nous allons aller en principe ou pas aux urnes dimanche prochain et dimanche d'après, François Costantini, au fond, est-ce que vraiment, vous savez, ce bouleversement dont tout le monde parle avec les BRICS, avec les plaques tectoniques qui bougent, etc., est-ce que ce qu'on a vu hier, à la fois à Pyongyang, quelque part, et à la Maison-Blanche, est-ce que ça éclaircit ou ça obscurcit ce qui est la situation? Ah bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que surtout ça fracture. Ouais. C'est-à-dire que le monde est littéralement fracturé en deux. Et justement, vous avez avec raison juxtaposé cette grande fête LGBT à la Maison-Blanche, c'est-à-dire cette espèce de nouvelle religion civique américaine qui est en pleine importation avec le succès qu'on connaît en Europe, ouais. Et également la réception de Vladimir Poutine à Pyongyang et son voyage au Vietnam. Moi, il y a trois faits, en effet, qui m'interpellent. Mm-hmm. Et ici, je ne veux pas en profit. Vladimir Poutine, dans son discours d'octobre 2022,
pour justifier ses buts de guerre, énonce, je cite, au final, ce que je ne veux pas, c'est que sur les passeports russes, il est marqué parent et parent 2 au lieu de père et mère. Ouais. Recep Tayyip Erdogan, l'an dernier, à peine réélu président de la Turquie, Oui. a affirmé, je cite, la différence qu'il y a entre les autres partis et nous, c'est que chez nous, les LGBT ne seront jamais admis. Ouais. Enfin, plus emblématique, le camarade Mélenchon, qui est allé au Sénégal récemment, pensant être ovationné, a parlé notamment du mariage pour tous, du mariage homosexuel en France, a été hué et a dû interrompre son discours à l'université de Dakar. Donc l'Afrique, la Russie, la Turquie, et je ne parle même pas de la Chine, par rapport à l'Occident, sont en train de se fracturer, notamment sur des valeurs sociétales qui font qu'on a un monde coupé en deux. Alors, à tort ou à raison, ça, je ne suis pas là pour le juger, mais il faut se mettre à la place. Ouais. Comme vous savez, l'ancien ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Il faut savoir ce que pensent les autres. Et ce monde, en effet, se fracture autour des valeurs sociétales, à partir notamment de civilisations, ou plutôt différentes, ou plutôt, je parlais moi plus tard de civilisation et de décivilisation, et le monde va se fracturer, et les rapports diplomatiques vont prendre également ce tournant de plus en plus, je le pense. Alors c'est très intéressant, effectivement, vous montrer cette ligne de clivage sociétal qui est beaucoup plus important qu'on ne croit. Effectivement, ici on traite ça avec certains avec ricanement, d'autres en disant oui, ben tout ça, le sociétal c'est très bien, mais bon, on sait les ravages que ça commence à faire en Europe, en tout cas le wokisme et autres. Mais c'est une ligne de clivage et vous l'avez tout à fait souligné et à juste titre. Mais il y a aussi le reste, François Costantini. Alors il y a quand même les clivages économiques. Je parle de la dédollarisation, je parle de l'Arabie Saoudite qui vend son pétrole en yuan ou en roupie ou en rouble, etc. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans la relation internationale, ce côté à la fois dédollarisation, le problème des monnaies, le problème effectivement du BRICS contre G7, est-ce que là aussi on avance de façon assez spectaculaire là-dessus? Ah ben, il y a un fait, notamment en 2023, qui est intervenu, qui est passé totalement inaperçu aux yeux des économistes. C'est qu'en termes d'agrégat de PIB, le PIB des BRICS a dépassé le PIB du G7. Voilà, je pense que c'est tout à fait révélateur. Pour une raison, c'est que les pôles de croissance sont aujourd'hui en Asie, en Chine, en Asie, dans d'autres pays, et que la croissance aux États-Unis et surtout l'Union européenne sont des zones de croissance faibles. Donc des zones véritablement d'appauvrissement, même si on ne voit pas. En effet, même si c'est un appauvrissement lent, en effet, ce sont des zones où on ne crée plus de croissance. Alors, il y a plusieurs choses, en effet. La dédollarisation de l'économie au plan tangible, je n'y crois pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait une monnaie concurrente au dollar, et on sait que la Chine n'y est pas prête. Il faudrait, en effet, des systèmes d'échange. On a vu notamment, avec le décrochage de la Russie de SWIFT, ça posait le problème, mais il est vrai que la Chine a son propre système, notamment d'échange interbancaire. Mais et ensuite, il y a des pays qui sont au milieu. Par exemple, vous ne pouvez pas... L'Inde est dans les BRICS, mais sur le plan diplomatique, elle n'est pas alignée sur la Russie et encore moins sur la Chine. Elle a une neutralité et ça a son importance. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est en effet une croissance qui se répand et un Occident qui se rétrécit de ce point de vue-là. Au plan économique, au plan de la recherche. Je rappelle que la Chine est première pour les dépôts de brevets. Qui avait pu penser qu'un jour les États-Unis auraient été dépassés? Qu'en termes de production d'ingénieurs, l'Inde est le premier pays, certes, ils sont presque 1,5 milliard, mais c'est le premier pays au nombre d'ingénieurs diplômés par an, et qu'en effet, il y a une désoccidentalisation, je pense, par le poids économique, par les mentalités, et surtout par le fait que l'Occident avait servi de matrice alors si ce n'est à la civilisation, du moins à l'organisation du monde aujourd'hui, est plus contesté. Les valeurs qu'elle a portées, les droits de l'homme, d'autres, etc., eh bien, ne sont pas des valeurs qui sont partagées dans le monde comme on pourrait le penser. Oui, et c'est à la fois intéressant et préoccupant d'une certaine manière, mais ça on pourrait en parler très longuement. Vous avez raison, François Costantini. Est-ce que de ce point de vue-là, ça débouche sur quoi? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le dollar va pas être remplacé. D'ailleurs, c'est pas le problème. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mais est-ce que ça nous amène, et pour retourner à la France, parce que nous ne sommes pas évoluant sur une planète Mars ou Saturne,
Est-ce que je voudrais juste revenir peut-être un tout petit peu, mais ce sont aussi les relations internationales. Est-ce que ce qui se passe actuellement en France, au-delà même des échéances électorales, est-ce que nous sommes frappés nous-mêmes de plein fouet là-dedans, puisque étant en Europe, avec tout ce qui se passe entre Russie, Ukraine, Proche-Orient et autres, et ne parlons pas du Covid, est-ce que nous sommes frappés de plein fouet et de quelle façon ça risque d'évoluer pour nous? La France est toujours un pays qui avait une originalité diplomatique voulue par le général de Gaulle. Ouais. Elle est ancrée dans le bloc occidental, certes, mais avec son indépendance, elle voulait parler au monde entier. Ouais. Aujourd'hui, en fait, la politique d'Emmanuel Macron, qui en fait ne se décline qu'à partir des choix exclusifs de l'Union européenne. Je rappelle que d'ailleurs Emmanuel Macron soutient ce qu'on appelle le rapport Verhofstadt voté au Parlement européen par ses partisans, qui veut faire passer toute décision en matière diplomatique et stratégique à la majorité qualifiée et l'unanimité, qui signifie en clair la disparition de l'autonomie diplomatique française. Il a supprimé le Quai d'Orsay, hein. Il a supprimé le Quai d'Orsay. Il a supprimé notamment le corps diplomatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui étaient passés par Sciences Po, par les Langso et par l'ENA, seront recrutés à la tête du client. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce qui pour moi est une véritable injure à des gens qui faisaient 30-40 ans dans un corps, et ce corps diplomatique créé par Talleyrand, hein, il y a plus de 2 siècles, que le monde entier nous envie d'ailleurs. Et je pense que la France, en perdant cette voie d'originalité, en parlant monde, aurait pu être, à mon sens, cette espèce d'élément modérateur dans un monde qui se fracture. Voilà, aujourd'hui. La France, aujourd'hui, elle perd, elle est elle-même fracturée. On le voit également, hein, elle est fracturée entre 3 blocs. Hein. Il y a un bloc, en effet, qui est dirigé quand même conjointement par l'extrême gauche, qui est un bloc mondialiste, immigrationniste, qui veut faire disparaître la France. Il y a un bloc central qui veut également la faire disparaître, c'est le macronisme, et c'est la disparition soft conduit dans l'Union européenne et dans la mondialisation. Et puis il y a un bloc, le bloc national, autour du Rassemblement national, d'Éric Ciotti, du CNI, de la droite, ce bloc politique qui croit encore à la France, à son avenir, à la souveraineté nationale. Donc la France est elle-même traversée par ces courants mondiaux. On pourrait parler, vous avez cité l'idéologie LGBT, mais c'est vrai, il y a une fracture. Et il y a même une fracture importante, à mon sens, dont on ne parle jamais, et qui est une contradiction de LFI, c'est que la population en France, sûrement la plus opposée à cette idéologie, c'est celle, paradoxalement, qui vote le plus pour la France insoumise, c'est-à-dire la population musulmane, d'après les études qu'on a, ce qui montre également qu'il y a une espèce de malaise français, un petit peu à tous les étages. Et je pense que la France, aujourd'hui, ces élections ressortent en quelque sorte les fractures mondiales culturelles et politiques telles qu'on les connaît. Et ce que vous dites à juste titre, je trouve, François Costantini, c'est que la France aurait pu jouer un rôle à la fois modérateur, à la fois médiateur, mais dans les prises de position qu'elle a eues, que ce soit sur un plan de santé, mais sur un plan Russie-Ukraine ou autre, n'a pas du tout pris peut-être cette voie-là, alors elle aurait pu jouer le trait d'union, en tout cas une tentative de trait d'union. Elle l'a pas fait. Oui, je pense absolument. Elle l'avait pourtant joué. Hein. On essaye toujours de trouver une compétence à François Hollande. Le seul acquis peut-être, c'était les accords de Minsk II qu'il avait signés avec Angela Merkel, le président Poroshenko ukrainien et Vladimir Poutine, qui, je le rappelle quand même, reconnaissait la souveraineté ukrainienne sur le Donbass, ce qui n'était pas rien, mais prévoyait leur autonomie. Voilà. Oui, c'était pas ça. Hein. Et il faut ajouter effectivement que Hollande lui-même a dit qu'il n'a fait ça avec Angela Merkel que pour permettre à l'armée ukrainienne de se réarmer complètement. C'est-à-dire qu'il l'a admis. Voilà. Donc même cela, je ne sais pas si on peut le reconnaître. Même ça, on l'a appris en effet récemment. Vous faites bien de le souligner. Et c'était en fait fait par une dose de cynisme, alors que ça aurait dû être un accord cadre qui aurait peut-être pu nous éviter le conflit dramatique que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait, et c'est ça qui est... Et juste un mot, à votre avis, ces tendances que vous avez inventoriées, à votre avis, ça va continuer comme ça? Est-ce que ça peut déboucher, sans faire on fait pas de prophétisme ni de prévision, mais est-ce que ça peut arriver à un stade un peu plus violent et encore des affrontements encore un peu plus forts, tel qu'on voit? Oui. Ouais, il faut craindre en quelque sorte un certain nombre de fractures nouvelles, notamment au plan mondial.
Pour plusieurs raisons. Nous avons eu la guerre froide, mais la guerre froide, cette fracture était artificielle. Il y avait le communisme et le monde occidental, et le communisme n'était pas accepté par des peuples. Or, aujourd'hui, vous avez des peuples également, y compris dans les régimes dits autoritaires, qui n'éprouvent pas pour autant les valeurs d'autres pays. C'est ça le problème. C'est que nous avons une fracturation, disons, qu'on pourrait qualifier de morale autour de ce qu'on peut appeler des valeurs morales qui ne sont pas partagées, en effet. Vous ne pouvez pas parler ce qu'on entend en Occident sur les droits de l'homme, sur le droit à la différence, sur l'LGBT. Je peux vous dire que ni un Russe, ni un Indien, ni un Africain, l'Africain qu'il soit d'ailleurs chrétien, musulman ou animiste, ni un Chinois, ne l'entend de la même façon. Alors c'est là qu'il faut craindre en effet ces fractures et l'élargissement de ces fractures. Merci beaucoup, professeur Constantini. Et je rappelle les relations internationales en fiche, votre livre aux éditions Ellipse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant avec André Berkoff. Et vous, 0826 300 300 pour intervenir. Ce sera les perles, les huées et les bravos. À tout de suite sur Sud Radio. Très bien. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Mais j'aime beaucoup les blanquettes de Yannick Jadot. Pourquoi ? Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Brigitte Bardot, bien sûr, la grande, l'immense, la cultissime Brigitte Bardot. Et en ce moment, évidemment, nous sommes en période d'élection. Et Yannick Jadot est bien sur France Info, le député écologiste, bien, il se lâche. Et quand il se lâche, Yannick Jadot, il se lâche très, 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 très bien. Hein. D'ailleurs, pas député, pardon, sénateur, excusez-moi, sénateur les écologistes de Paris. Eh bien, il réagit en disant, mais qu'est-ce qui se passerait, on lui pose la question sur France Info, si le Rassemblement national venait... horreur, putréfaction, au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait? Écoutez. Je respecterai toujours l'indépendance de l'audiovisuel. Quand ici... Vous mènerez avec le Rassemblement. Non, quand ici, avec le Rassemblement national, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, que ça deviendra la 5 de Berlusconi, ou si vous voulez absolument rester journaliste dans ces locaux, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. Et ben voilà, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, oui, parce qu'on a évoqué, vous savez, la privatisation de l'audiovisuel public, ce qui est pas possible, alors que les milliards qui sont dépensés dans l'audiovisuel public, franchement, on pourrait se poser des questions. Mais non. Et alors, l'admirable vision cauchemardesque de Yannick Jadot. Imaginez-vous, c'est privatisé. Et qu'est-ce qu'on voit dans les studios ? Des femmes à poitrine nue. Ah oui, c'est vrai. Les journalistes, femmes, si j'ai bien compris, c'est intéressant d'ailleurs du point de vue d'un féministe. Les écologistes sont des féministes. Non. Si c'est privatisé et les femmes se déshabillent à poil, les femmes dans toutes les radios privées, comme chacun sait, elles sont à poil les femmes. Voilà. Et Yannick Jadot, il dit, vous imaginez. Et puis, elles devraient écouter, elles seraient obligées, condamnées à écouter des blagues racistes de vieux bas du front. Mais c'est terrifiant. On voit ça. Mais c'est pire que le goulag, c'est pire que tout. C'est intéressant quand même comment les élections amènent des personnes, des sénateurs notamment, à se surpasser. Alors vous voyez, vous imaginez le pire, c'est terrible. Non, vous inquiétez pas, je vous assure, Yannick Jadot, elles seront habillées et encore plus habillées qu'avant. Vous allez voir, rassurez-vous. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui. Et alors, actuellement, vous savez, la connerie, c'est magnifique. Ça se surpasse, évidemment, dans des circonstances pareilles, quand il y a tous les affrontements mondiaux, etc. Quand il y a des élections, alors là, la connerie devient institutionnelle. Elle est presque obligatoire. Et notamment, ceux qui se manifestent, évidemment, c'est un certain nombre, pas tous. Moi, j'aime beaucoup l'écologie et certains écologistes, mais d'autres
qui choisissent, vous savez, ceux qui choisissent d'asperger de purée ou de soupe, etc., les chefs-d'œuvre des musées. Alors là, formidable, hein, on en a suffisamment parlé, que ce soit la Joconde, que ce soit Manet, etc. On va avec ce courage qui les caractérise, asperger au nom de la sauvegarde de la planète. Et là, en Angleterre, ils vont toujours plus loin. Ils sont allés, vous savez, le style de Stonehenge. Stonehenge, c'est les mégalithes millénaires. On ne sait pas 30 000, 40 000, on ne sait pas 40 000 ans. Eh bien, ils sont là. C'est extraordinaire. Personne ne sait qui les a construites et comment. Stonehenge, c'est absolument magnifique. Eh bien, mercredi, donc hier, opération menée par des militants du collectif Just Stop Oil, c'est-à-dire arrêter le pétrole, arrêter les énergies fossiles. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? Ils ont pris des fécules de maïs pour protester contre la destruction, et ils ont jeté, voilà, avec un extincteur sur les pierres, et alors voilà, avec des panaches de fumée orange sur les pierres millénaires, multimillénaires de Stonehenge. Alors là, c'est magnifique quand même. Je veux dire, quand on arrive à ce degré de connerie, au lieu d'aller voir qui sont les vrais pollueurs, au lieu de se battre contre les vrais pollueurs, et on sait très bien qui sont les vrais pollueurs, ah oui, mais là c'est plus difficile, c'est plus embêtant, c'est fatigant, et puis on risque d'avoir des gens... Non, on préfère aller maculer les musées, maculer les œuvres d'art, maculer les constructions multimillénaires, c'est tellement plus facile, tellement plus aisé, et surtout, tellement plus con. Donc la médaille universelle de la connerie est attribuée à Stop Oil. Oui. Eh bien voilà, on va continuer. D'ailleurs, on fera bientôt, auditeurs résistants de Sud Radio, on fera une espèce de palmarès. Vous allez voir, il va être très intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Intelligence artificielle ou connerie naturelle. Nos âmes se froissent mais la tech nous bouscule. Blessons les circuits ou les cœurs de pierre. Ces robots sans pitié ou nos insultes. Et voilà, intelligence artificielle aux conneries naturelles. Chanson d'ailleurs faite avec l'intelligence artificielle, hein, comme vous le savez, donc c'est intéressant. Alors, il y a eu Antoine Gallimard, vous savez, le patron, le PDG des éditions du même nom, des éditions Gallimard. Elle a demandé à l'intelligence artificielle de Meta, donc de Facebook, le logiciel Llama. Et il lui a demandé, il a dit, voilà, comme il y a ChatGPT, vous savez, etc., peux-tu me décrire une scène à la manière de Michel Houellebecq, à la manière donc de l'écrivain Michel Houellebecq. Voilà. Et donc, il lui a dit, écoutez, voilà, peut-être des chansons, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse du logiciel d'intelligence artificielle. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, décrivez à la manière de Houellebecq. Et qu'est-ce qu'il dit, le logiciel? Je suis désolé, mais comme modèle de langage, je ne peux pas écrire une scène qui pourrait être considérée comme offensante ou discriminatoire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en tout cas avec Lana, est déjà sous la dictature du woke et de la cancel. C'est magnifique, hein. Oui, parce que Michel Houellebecq, évidemment, il n'écrit pas que des bluets pour enfants de moins de 4 ans, voilà. Donc, dit Lama, vous voyez, Michel Houellebecq, oui, il y a des constructions de la perte de stéréotypes négatifs ou de discours haineux. Voilà, effectivement. Donc, le logiciel répond, il va voir Houellebecq, il va creuser du Houellebecq, et il voit des phrases qui sont pas très politiquement correctes, qui ne sont pas vraiment, qui ne marchent pas. C'est pour ça que Houellebecq, pourquoi il a eu la notoriété et le succès que l'on sait? Parce qu'il dérange, parce qu'il montre des choses de la société, de nous, etc. On aime, on n'aime pas, mais c'est assez fort. Et voilà. Donc, c'est intéressant. Gallimard, l'éditeur, dit, allez, fais-nous un groupe d'amis à la manière de Houellebecq qui célèbre la beauté de la diversité. Et le logiciel répond, pas question, des appels à la haine, jamais. Voilà. Nous sommes déjà dans cette organisation magnifique de la dictature soft. Alors, intelligence artificielle ou connerie naturelle, ou surtout dictature naturelle? Dites-nous. Et appelez-nous 0826 300 300 pour en discuter avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour le face-à-face. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. André Berkov reçoit dans un instant le philosophe Michel Onfray. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit le philosophe et écrivain Michel Onfray qui vient nous voir pour son nouveau livre « La foudre gouverne le monde ». C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Oui, Michel Onfray, c'est vrai, en lisant votre livre, vous parlez d'une phrase, je ne sais plus à qui elle est attribuée, où on disait, vous savez, quel monde laissera-t-on à nos enfants? Et vu ce qui se passe en ce moment, quels enfants laissera-t-on à notre monde? Je ne sais plus de qui c'est, mais moi je crois que c'était un situationniste, mais enfin bon, peu importe. La foudre gouverne le monde. Effectivement, d'ailleurs, le titre de votre livre, c'est assez frappant de voir que aujourd'hui, c'est vraiment l'émotion, l'humeur, l'hystérisation, etc., qui donne le là. Ne fût-ce que pour parler de l'actualité électorale qui nous occupe ici. Mais au-delà de ça, c'est intéressant parce que vous dites, justement, vous finissez, c'est dans l'exergue, dans la quatrième couverture de votre livre, vous dites, j'étais, je suis et je demeure debout sur le bateau qui coule. Est-ce que vous croyez qu'on pourra encore tenir debout longtemps si le bateau coule ? Je pense qu'une civilisation ne s'effondre pas en 2 jours. Ça fait un petit moment que ces choses-là ont lieu. J'ai écrit un livre qui s'appelait Décadence pour essayer de montrer comment ça fonctionnait, une civilisation, comment ça naît, ça croît, ça décroît, après avoir atteint son acmé. Et moi, je ne dirais pas c'est mai 68 qui est la cause de toute chose. Il s'est passé des choses en mai 68, mais déjà, en amont, par exemple, 1793, quand on décapite le roi. C'est-à-dire quand l'autorité ne vient plus du ciel. Là, c'est facile de piloter les gens avec le clergé et l'évêque, les évêques, etc. Il a papoté. Mais là, d'un seul coup, on dit non, ça sort du sol. Et c'est la théorie du contrat social de Rousseau qui nous dit la souveraineté, elle n'est pas dans le roi qui nous dit qu'il la tient de Dieu, elle est dans le peuple, dans la mesure où il s'exprime. Et donc depuis, on a rationalisé, on a démocratisé, on a laïcisé, on a supprimé toute transcendance, tout sacré. Et aujourd'hui, il n'y a plus de boussole, c'est-à-dire on parle de post-vérité, mais de fait, tout est possible, le contraire de tout. On a un chef d'État qui est un enfant, il dit une chose, je ne vais pas dissoudre, il fait le contraire, je dissous. On a une droite qui nous dit on s'associera pas, puis on a une droite qui nous dit on s'associe, on a un Marion Maréchal qui dit je suis chez Zemmour, puis après il dit mais je quitte Zemmour. Enfin, c'est-à-dire on a des communistes qui nous disent on n'est pas islamo-gauchiste comme Mélenchon, puis qui après disent vive l'islamo-gauchisme de Mélenchon. Même chose avec les socialistes. Enfin, c'est un temps de nihilisme. Mais est-ce que ce nihilisme n'a-t-il pas toujours existé par ce que j'appellerais la boutique électoraliste? C'est-à-dire que mais c'est vrai, c'est un vrai problème. On dit la démocratie, magnifique la démocratie. Mais comme moi je dois vendre mon produit, mon fonds de commerce, etc., parce que je voudrais que c'est celui-là qui fasse la tête de gondole, il faut que je raconte que j'attire le chaland. Est-ce que c'est pas depuis des siècles et plus, hélas, la même antienne? Oui. Moi je crois à la nature humaine. D'ailleurs, je crois qu'on ne la changera pas, mais et pour le coup, je vais utiliser des catégories de Freud, mais Freud dit, voilà, il y a le ça c'est l'inconscient, ce sont les pulsions, et puis il y a le surmoi, qui est la morale, la religion, l'ordre, la loi, etc. Il dit, on peut pas laisser un inconscient tout faire. Il faut qu'il y ait un surmoi qui puisse faire pression et contenir et retenir. Une structure, oui, voilà. Structures. Et le surmoi disparaît, quoi, depuis des années. C'est-à-dire l'école, la tradition, la religion, la famille, enfin tous les lieux où on disait non, tu ne fais pas ceci, ou tu fais cela, tout ça a disparu. De sorte que, évidemment, l'homme est resté le même, mais simplement à une époque il s'empêchait, pour prendre la formule de Camus. Je crois, oui. Et aujourd'hui il ne s'empêche plus. Parce que pourquoi s'empêcher? Puisque de toute façon il n'y a plus rien à craindre, à laisser faire, à laisser dire. D'ailleurs c'est le triomphe de la lettre anonyme. On estimait que quelqu'un qui envoyait une lettre anonyme à la Gestapo, c'était un salaud. Et c'était un salaud dans les années d'occupation. Aujourd'hui, on envoie des lettres anonymes sur le net avec des pseudonymes et on n'estime pas que le type soit un salaud puisque on lui donne la parole, on lui ouvre les micros, on dit on a lu ceci, vous avez dit cela, un tel nous fait savoir, on fait des gros plans à la télévision avec des captures de tweets avec des gens qui s'appellent, je sais pas quoi, Camionneur 92 et qui peuvent dire machin est un salaud, un fumier, une ordure. C'est-à-dire que là, pour le coup, on laisse aller vraiment les plus bas instincts. C'est vrai. Donc oui, l'homme est resté le même, ne bougera pas. Simplement, il y a eu à une époque des gens qui se retenaient. Aujourd'hui, on se retient plus. Est-ce que c'est un peu, et on se demande si ce n'est pas valable pour les grands, que pour l'élite, que pour les intellectuels, tout ça. Vous savez, cette phrase de Bolivar, à la fin de sa vie, le grand Bolivar, sud-américain, on disait, alors, qu'est-ce que votre bilan? Et il a dit, j'ai labouré la mer.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de constat d'impuissance? Parce que ces valeurs devraient être là. Oui, mais il y a de l'élégance à labourer la mer. Oui. Là, je quitte Freud, pour le coup. Mais il y a un aspect romantique. Moi, je sens bien que, enfin, je le dis depuis longtemps, je suis depuis Politique du rebelle, je crois, 95 du siècle dernier, que la cause est perdue, mais qu'il faut se battre pour elle, parce qu'il y a un romantisme à dire, ça ne passera pas par moi. Je ne collaborerai pas, si on veut utiliser un mot puissant. De dire il y a un nihilisme, le nihilisme, il peut passer par nous, et on peut effectivement se faire soi-même le chantre du nihilisme, et on peut dire non, pas par moi. Donc dans ce que je ferai, dans ce que je dirai, dans mon comportement, dans mon trajet d'existence, ça passera pas par moi. C'est pas compliqué, c'est pas non plus la résistance de Jean Moulin. Voilà, c'est pas Jean Moulin. Non. Mais en même temps, Michel Onfray, ça veut dire que quand même, si vous faites ça, vous et puis beaucoup d'autres, heureusement, à travers le monde, et on fait ça, c'est que on croit à des valeurs. Je veux dire, c'est en fonction d'un certain nombre de valeurs. C'est pas comme ça, par caprice. Donc ces valeurs-là, elles n'ont pas disparu. Est-ce qu'elles sont enfouies? Est-ce qu'on peut les remettre? Est-ce que le feu couvre sous la cendre, quelque part, de ce point de vue-là? Je pense que les valeurs se sont trouvées dévoyées. Par exemple, on estimait dans la société féodale qu'il y avait une hiérarchie et qu'elle était voulue par Dieu, puisqu'il y avait le péché originel. Eh bien, il y avait des gens qui étaient des seigneurs, et puis il y avait des gens qui étaient des esclaves, et c'était l'ordre du monde, c'était voulu par Dieu. Et puis à un moment donné, on a dit non, c'est pas du tout comme ça que ça doit fonctionner. Il faut instaurer, non pas restaurer, mais instaurer une égalité. On disait jadis, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc on disait souffrez sur terre, dans la cité des hommes, et dans la cité de Dieu, vous serez au paradis, au plus proche de Dieu. Et avec la démocratie, c'est très exactement, c'est-à-dire le contraire de la théocratie, c'est le contraire. On dit il faut que les hommes soient égaux devant la loi, devant le droit. Les hommes naissent libres et égaux en droit. On oublie toujours ça. Et cette égalité, qui est une magnifique idée, l'idée que le fils d'ouvrier agricole que j'étais, que je suis toujours d'ailleurs, mais puisse avoir devant la loi exactement les mêmes droits que le fils de je sais pas quoi, du chef de culture de mon père à l'époque. Et on a transformé cette belle idée, l'égalité, en mauvaise idée, l'égalitarisme, qui est la religion de l'égalité. Et là, on dit, il faut pas qu'il y ait des grands, il faut pas qu'il y ait des petits, il faut pas qu'il y ait des intelligents, il faut pas qu'il y ait des gens modestes, il faut pas qu'il y ait de dépasse. C'est ça, voilà. Ouais. Alors que moi, je suis pas gêné du tout par le talent des autres. Je veux pas être Mbappé, moi, ça m'intéresse pas d'être footballeur. Et puis c'est formidable qu'il. Et il le fait très bien, c'est bien qu'il existe. Quand il s'occupe du football, il fait des choses bien. Et donc, et je ne suis pas jaloux de lui. Je ne suis pas jaloux non plus d'autres philosophes qui font leur métier de philosophe en disant je voudrais être ce philosophe, ça me va bien. Et donc, il y a un moment donné où on vit dans une société du ressentiment et de l'envie, et où, au nom de l'égalité, on dit un homme, une femme. Ah non. Si un homme, c'est une femme c'est un homme, c'est un projet. Et si vous avez envie, justement, on en parle ces temps-ci, mais de changer de sexe en allant à la mairie, vous allez à la mairie, vous changez de sexe et vous avez bien le droit. Ça, c'est ce qui est dévoyé. Je veux dire, c'est la même chose avec la liberté, c'est la même chose avec la fraternité. Cette façon de faire sans cesse l'éloge du vivre ensemble en disant mais on va casser la figure des autres parce que c'est pas avec ceux-là qu'on veut vivre, on va vivre ensemble. Mais entre nous, là on se dit ah bon, elle est là la fraternité. Vivre ensemble mais pas avec toi. Ben c'est ça. Ou la liberté qui est la liberté de nuire, c'est-à-dire la liberté de violer, la liberté de massacrer, la liberté d'insulter. On se dit ces belles valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. À quoi moi j'ajoute laïcité et féminisme, elles sont dévoyées. Donc tant que la gauche ne pensera qu'en termes de cuisine, des politiques politiciennes en disant je veux sauver mon poste. Sur le retour de Hollande est obscène en ce sens, est très emblématique. Tant que la gauche sera sur ce terrain-là, elle ne refera pas les valeurs qu'elle aurait dû faire. Elle les a perdues en 83, la gauche, quand elle est devenue giscardienne, parce que Mitterrand est arrivé au pouvoir. Elle s'est dit, mais moi je veux rester au pouvoir, j'ai pas envie de faire bon horizon indépassable, le libéralisme. Oui, c'est ça. Et là, la gauche aurait pu dire, bah attendez, non, mais là, il y avait des R25 avec des gyrophares, il y avait des appartements dans lesquels on pouvait entretenir des maîtresses, il y avait des caves avec des vins millésimés, le socialisme, ça pouvait attendre, quoi. Et là, la soupe est bonne, mon général. Bien sûr. Et il n'y a pas eu des intellectuels à bosser sur ce sujet en disant on va refaire un corpus de gauche entre la gauche de l'opposition parce que on n'est pas dans le pouvoir, on n'a pas le pouvoir donc on peut tout dire, et puis la gauche au pouvoir, une gauche pragmatique. Il fallait quelques théoriciens. On n'a pas vu les Bourdieu, les Derrida, tous ces gens qui existaient à l'époque. Et on a vu et le dernier clou du cercueil, Terra Nova, le peuple n'est plus avec nous, occupons-nous du sociétal. C'est ça. Et Terra Nova, je sais pas, vous vous souvenez de la date 2000, c'était les 30 ans, de 10 mai, c'était le 10 mai 2011. Oui, le 10 mai, la signification. Et cette façon de dire le peuple est parti chez les Le Pen, laissez-le là-bas.
Et nous, on va faire un néo-peuple. Le peuple old school, j'avais appelé ça le peuple old school, mettez-le à la poubelle, il est de toute façon déjà parti, et on va s'occuper donc justement des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, culturelles, etc., etc., et on y est. Et donc le peuple, il est parti chez Le Pen, et il est même parti massivement chez Le Pen. Ou dans l'abstention. Ou dans l'abstention, mais peut-être qu'aux prochaines élections, on verra à quoi ressemblera l'abstention. Je pense que là, les gens commencent à se dire, quelque chose est peut-être possible. Je crois qu'il y a des intentions de vote au-delà de 60%, c'est beaucoup. Et si les gens comprennent que peut-être leur bulletin de vote pèse, compte, alors à ce moment-là, on verra si chez les abstentionnistes, il n'y a pas des gens qui se réveillent. Qui votera verra, on en parle avec Michel Onfray tout de suite après cette petite pause. 0826 300 300 pour intervenir tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans l'introduction que vous écrivez à ce journal hédoniste que vous tenez depuis longtemps déjà, depuis quand d'ailleurs ? 91 du siècle dernier. Et non. 91, oui, 33 ans, c'est ça. Pratiquement, oui. L'âge du Christ, Michel Onfray, c'est bien. Alors, vous écrivez justement l'introduction, je voudrais le lire parce que vous dites, je suis toujours du côté des femmes, des homosexuels, des laïcs, des juifs, des libres penseurs, je n'ai pas changé. Je ne suis pas non plus pour le commerce des corps, la location des utérus et la vente d'enfants, je n'ai pas changé. Je suis toujours athée, j'estime que toutes les religions font mauvais ménage avec la démocratie et la liberté. Je n'ai pas changé, mais le monde a changé. Le monde a changé, c'est vrai, mais est-ce que le monde n'est pas en changement perpétuel et est-ce que ce n'est pas en fait la vocation d'un certain nombre de personnes, et d'ailleurs de tous, de garder le cap justement dans ce changement ? Oui, alors bien sûr, vous avez la phrase « la foudre gouverne le monde » et d'Héraclite, et on doit à Héraclite, ce philosophe présocratique, une autre phrase qui est qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Alors il fallait expliquer ça aux élèves en disant que, mais enfin monsieur, je dis mais non, si vous descendez dans le fleuve, l'eau qui fait le fleuve n'est plus la même, elle est partie, et on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc effectivement, on peut être immobile dans le courant du fleuve, et c'est un peu ce que je crois être, parce que si on m'avait dit il y a 30 ans, justement, quand j'ai démarré ce texte, qu'un jour, on s'en viendrait à gauche faire l'éloge de la location des utérus ou de l'achat ou de la vente d'enfants. J'ajoute, et je le dis souvent parce que c'est Peter Singer, le philosophe de cette chose-là, qu'on pourrait avoir des relations sexuelles avec les animaux, sous prétexte d'antispécisme. C'est très précisément dit et écrit. La libération animale, un livre que Grasset a publié. Ah oui, officiel écrit. Oui, des cahiers antispécistes où il y a un texte où il nous explique que le problème, puisqu'effectivement il n'y a pas de différence de nature, mais des différences de degré avec les animaux, on peut avoir des relations sexuelles avec les animaux, la morale absolue étant, leur fait-on du mal ou pas ? Si on leur fait du mal, c'est non. Si on leur fait pas de mal, c'est oui. Ça veut dire, votre poisson rouge, non. Mais une vache, oui, vous pouvez. C'est ça. Mais c'est dit sérieusement. Comment savoir si on la viole, la vache, ou elle est consentante ? Eh bien, on imagine que, puisque les critères de l'éthique pour Peter Singer, c'est le plaisir ou le déplaisir. Si vous avez du plaisir, c'est défendable. Si vous avez du déplaisir, ça n'est pas défendable. Et donc là, vous avez Paul Preciado, c'était d'abord Béatrice, c'est devenu Paul, philosophe, là encore publié chez Grasset, reçu à Beaubourg, qui s'en vient nous expliquer que pour que le sperme blanc n'aille pas dans le ventre et les utérus des femmes, il faut le gâcher par l'homosexualité, la masturbation. C'est évidemment pas un problème, il n'y a pas de problème à être homosexuel et à se masturber, mais qu'il faut aussi envisager des formes alternatives de sexualité, notamment la zoophilie, donc c'est défendu, et la coprophagie, c'est-à-dire le fait de manger ses matières fécales. Oui. C'est publié dans Libération, ça. Et alors, on dit... Ça ferait partie de la sexualité, quoi. Oui, c'est une sexualité comme une autre. Et là, c'est Foucault, c'est toute cette pensée-là. Et alors, on me dit, si vous êtes de gauche, c'est ça maintenant la gauche, il faut défendre ça. Je dis, non, moi je suis de gauche, et justement, je ne défends pas ça au nom de la gauche. Parce que je pense qu'on peut combattre ce genre de sottise. Alors oui, on peut effectivement imaginer que dans l'intimité de la sexualité, des gens puissent trouver plaisir à la scatologie, à la scatophilie. C'est une affaire personnelle, ça ne gêne personne. Mais de là à en faire la promotion en disant que ce serait nettement supérieur au fait d'avoir des relations sexuelles avec un homme blanc, le fameux sperme blanc, il y a un socialiste, je crois, je sais pas s'il était socialiste, mais enfin de gauche, qui s'est filmé en train de manger à 4 pattes des matières fécales. Évidemment, il a été un peu expulsé de son parti, mais qui faisait la promotion de ce genre de choses. Donc, il y a un moment donné où on se dit, il y avait de la morale à gauche aussi.
Moi, j'ai la nostalgie des vieux prolétaires qui pensaient effectivement qu'il y avait de la dignité, de l'honnêteté, de l'honneur, qu'il y avait des choses qu'on faisait, des choses qu'on ne faisait pas, hein, que la culture, ça n'était pas, enfin, ça a émancipé, que la culture, c'était pas, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, qui a écrit ça, est-ce que c'est une femme, quel est le statut de la femme dans Ulysse, par exemple. Ah bah Pénélope, elle est en train d'attendre, c'est la femme au foyer, elle attend Ulysse, pendant que lui, Ulysse, il mène une bonne partie là pendant ses voyages en Méditerranée. On dit, ah bah donc ce livre est condamnable. Donc on tire un trait sur Homère parce que Pénélope est présentée comme l'archétype de la femme qui attend son homme, la femme au foyer. Ouais. Et on se dit, mais vous en êtes là. Mais alors justement, Michel Onfray, au fond, est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui que cette gauche, enfin si on parle à la gauche du Front Populaire, si on passe de la bonne éducation, on passe de l'émancipation, enfin on peut remonter aux Lumières et même beaucoup plus loin, mais est-ce qu'au fond, ceux qui s'appellent aujourd'hui de gauche, en tout cas une bonne partie, n'ont rien à voir avec la gauche ? Est-ce que c'est pas une gauche, je dirais ersatz, une espèce d'hologramme, une espèce d'organisme génétiquement modifié ? Ouais, mais vous avez raison, il y a la gauche d'en haut, la gauche d'en bas. C'est-à-dire, il y a la gauche des partis, des états-majors, et puis il y a la gauche d'en bas, et moi je les rencontre, quand je suis dans mon village, les vieux socialistes, et qui me disent, mais tu as tellement raison. Je dis, mais alors dis-le. Ah non, on peut pas. Et pourquoi ? On va passer pour des fascistes. Et alors, il y a une intimidation terrible. Les gens ne veulent pas qu'on dise d'eux, et je les comprends, qu'ils sont d'extrême droite, qu'ils sont fascistes, qu'ils ont tourné à droite, qu'on ne les reconnaît plus, etc. Mais je dis, mais c'est vous qui pourriez faire autorité, en disant justement, mais nous, on a 40 ans de militantisme socialiste derrière nous, et au nom de ces 40 années, j'avais fait ce qu'on appelle une tenue blanche chez les francs-maçons, et des francs-maçons qui m'avaient dit en sortant, oh, c'est formidable de vous entendre. Mais je dis, c'est très exactement le contraire que vous défendez. Pourquoi ? Et donc il y a une intimidation terrible de gens qui n'osent pas, qui parfois, quand on est dans l'intimité d'une amitié ou éventuellement d'un dîner d'amis ou d'une conversation dans la rue, comme ça vous arrive aussi de rencontrer des gens qui disent bah ouais, moi je pense ceci, je pense cela. Je dis mais dites-le. Et effectivement, je pense même qu'il y a des gens de l'état-major du Parti socialiste qui ne pensent pas qu'il faut faire cette union, mais qui la font parce qu'ils se disent dans 3 semaines je serai encore député. Et les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ces partis qui jouent leur confort contre le peuple. Et c'est fou, oui, parce que au nom de la soupe est bonne, etc. Mais c'est ça, oui. Mais alors, vous voyez, vous touchez du doigt quelque chose de très important, parce que tout le monde doit être responsable. Ceux qui nous écoutent, nous chacun. Enfin, il y a pas de hiérarchie là-dessus. Vous dites, ah oui, je ne peux pas, je n'ose pas. Mais ce je n'ose pas, toute l'histoire est faite par des gens qui ont rompu ce je n'ose pas, qui ont quitté leur position de confort. Vous auriez pu avoir des positions de confort, vous savez, l'institution, la place. D'ailleurs, vous parlez d'Académie française, que quelqu'un vous a dit, allez, vous parlez de ça dans votre préface. Vous dites, on va te présenter à l'Académie. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, vous avez eu ça, non ? Oui. Ouais. Je suis jeune auteur chez Grasset, on me dit, d'abord il va falloir quitter votre passé. Le père ouvrier agricole, la mère femme de ménage, la compagne... Alors vous avez dit, il faut quitter votre passé. Ah oui, très précisément. Ma compagne, qui est hélas décédée depuis, il y a une dizaine d'années, il faut la quitter, il faut quitter ce boulot en province, et puis vos souvenirs, je me souviens de l'image, on va les mettre dans une maison, et on va murer la porte et les fenêtres. Et on vous fera rencontrer les gens utiles pour faire carrière. Et là, j'ai dit non, j'ai pas envie de faire carrière, j'ai envie de faire des livres, mais pas de faire carrière. Il m'a dit, mais vous ne ferez pas carrière. Et la même personne qui m'avait dit ça, quelques années après, m'a dit, finalement, c'était le bon choix, c'était la bonne stratégie, ce que vous avez fait. Je dis, mais non, c'était pas un choix, c'est une incapacité à faire autrement. Et j'avais donc une trentaine d'années, début de ce journal, où effectivement, je rencontre quelqu'un, je peux dire c'est Jean Botorel, parce qu'il m'a sali, il a écrit un livre dans lequel il disait que j'étais fasciné par l'Académie française. C'est très exactement l'inverse. Qui m'imagine portant un bicorne et traînant une épée. Et dans un déjeuner où il m'a demandé de faire un bloc-notes pour la revue des Deux Mondes de l'époque, avec une dame qui était Jeanne Cossé, il m'a dit, mais ça vous intéresserait l'Académie française ? Je dis, non, pas du tout. J'ai pas envie de ça, quoi. Il me dit, mais c'est important, vous savez, mais je vous expliquerai, je vous présenterai. Il y a des textes à écrire en faveur de certains, en défaveur d'autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Et là, il faut cirer. Oui, c'est ça. Il me dit, ça se prépare, c'est 30 ans en amont. Je dis, mais je ne veux pas, je ne souhaite pas, moi, être académicien. C'est pas l'horizon de mon existence. Je veux faire des livres qui se tiennent, et puis voilà, quoi. Et alors, justement, pour revenir à ma question, Michel Onfray, qu'est-ce qui fait quand même, voilà, vous parlez des socialistes que vous rencontrez, qui ont 40 ans de militantisme ou d'autres, de la gauche. Après tout, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Pourquoi ? C'est la peur de faire le jeu de passer pour, c'est quoi en fait ? Le regard d'autrui et le jugement d'autrui.
Dans un village, si de gauche vous dites mais moi je peux pas accepter que par exemple on loue des utérus ou qu'on achète des enfants, eh bien les gens de gauche vont dire de vous, eh bien t'es en train de te fasciser, te droitiser, tu te le pénises. Et puis à ce moment-là, éventuellement, on vous regarde mal dans le village, vous êtes devenu un sale personnage et vous n'avez pas forcément envie de vivre comme ça. Donc vous êtes un peu comme les maranes, quoi. Vous êtes un juif qui s'est apparemment converti mais qui reste juif. Et ben là, vous avez deux personnes, vous avez une espèce de schizophrénie qui fait que vous avez une intimité, vous pensez en vertu du bon sens. Mais comme vous risquez la persécution aux yeux d'autrui, vous dites non, mais moi je pense toujours ça, et puis voilà quoi. Oui, mais alors justement, c'est aux philosophes et aux psychologues que je m'adresse. Il y a des gens qui n'ont pas ce problème, qui vivent pas dans un village, qui sont protégés, qui n'ont rien à perdre ou pas grand chose, et qui aussi se taisent. Oui, mais parce que vous vivez pas l'élite. Oui, mais vous vivez pas seul. Vous avez des amis, des copains, et puis je sais pas, vous faites du sport, vous avez des activités, vous rencontrez des parents d'élèves quand vous allez chercher vos petits enfants ou je ne sais quoi. Et là, vous avez des discussions. Et quand je dis dans un village, c'est dans le cercle autour de soi. Donc, vous pouvez habiter dans une grande ville, et puis autour de vous, les gens ont un avis sur vous. Et puis après, il y a des dîners en ville, il y a des gens qui se rencontrent, qui se reçoivent, et là, vous pouvez pas passer pour ce que vous ne voulez pas être, alors que finalement, vous l'êtes véritablement. C'est ça. Non mais c'est fou, parce que le management par la peur, quoi. Enfin, l'institutionnalisation de la peur. Et le regard d'autrui, le jugement d'autrui. C'est-à-dire ce que Heidegger appelait le on. On dit que, on pense que, on m'a fait savoir, on dit de toi que, mais on c'est qui? Et on exerce une tyrannie terrible auprès de gens qui ont peur que, éventuellement, un jour, on dit, mais tu sais, on dit de toi que tu as mal tourné. Ah oui? Et je dis mal tourné dans quel sens? Et quelle idée est terrible là dans celle que je défends aujourd'hui, qui serait une idée fasciste ou nazie. Puis là, évidemment, vous n'avez plus personne. Bah bien sûr. C'est pour ça qu'il faut ajouter, quand on vous dit on, j'ai dit con, non pas on. On est un con, ça se dit aussi, ça. On se retrouve après une petite pause. Avec Michel Onfray, La Foudre gouverne le monde aux éditions Albin Michel, qui est notre invité jusqu'à 14h. Et on me dit que vous êtes beaucoup à écouter aujourd'hui. Merci, à tout de suite. Bravo. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Onfray, La Foudre gouverne le monde. Je voudrais vous faire entendre quand même un extrait d'une interview de Dominique de Villepin, qui était interviewé, je crois que c'était sur France Info. En tout cas, c'était sur LCI, pardon, pas sur France Info, et interviewé par David Pujadas, et on lui demande s'il sait pour qui il va voter, donc pour les élections du 30 juin et 7 juillet. Et voici ce qu'il dit. Le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, donc j'en déduis que vous votez Nouveau Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement National, et que le Rassemblement National constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Voilà, c'est intéressant quand même. Dominique de Villepin, évidemment, vous allez me dire, ça fait partie de... Je ne sais pas, c'est d'abord une chose, puisque votre revue, je le rappelle, qui marche très fort, qui a un succès, qui s'appelle Front Populaire. Bon, le Front Populaire n'appartient à personne, puisque Front Populaire, c'est 1936. Mais qu'est-ce que vous avez pensé d'appeler ce rassemblement, je le rappelle, de Hollande à Poutou, en passant par les sympathisants comme François Bayrou et Dominique de Villepin, le nouveau Front Populaire? Eh ben, vous êtes le premier à me poser la question, ça me réjouit, je vais pouvoir répondre et dire deux ou trois choses, parce que de fait, moi d'abord quand j'ai créé cette revue, je voulais qu'elle s'appelle Le Plébéien. Et comme je n'étais pas seul, on en a parlé, on m'a dit non, c'est trop la plèbe ceci, la plèbe cela, bon. Et le Front Populaire, c'était un peu de manière ironique, une façon de dire faisons un front avec le peuple. Et de jouer, voilà, absolument. Voilà, c'était le sens littéral qui consistait à dire, il s'agit aujourd'hui, parce que nous sommes souverainistes, de faire un front avec le peuple contre l'Europe maastrichtienne qui nous est présentée comme, enfin on connaît l'histoire, c'est-à-dire destructrice des nations, etc., etc. Et donc nous étions à l'époque en plein Covid quand on a démarré ça. Et 2020, c'était oui, je crois, quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et Stéphane Simon à l'époque s'était demandé si Front Populaire avait été déposé. Et alors, c'était un truc très drôle. Il m'appelle un jour et il me dit, écoute, tiens-toi bien, Front Populaire est une marque qui appartient au Parti communiste.
Et il y a une espèce de compteur qui est en route, parce que dans quelque chose dans le genre, dans 3 semaines, s'ils n'ont pas racheté la marque, elle est libre et on peut la prendre. C'est drôle, ça. Ça veut dire que le Parti communiste à l'époque se souciait tellement de Front populaire qu'ils ont laissé passer la marque. Ils avaient déposé cette marque. Elle était déposée à l'époque, et ils en étaient les détenteurs, et ils en avaient rien à faire. Il y a 4 ans, ils n'avaient rien à faire du Front populaire. Et Stéphane Simon m'appelle un jour et il me dit, eh ben voilà, le compteur est tombé, ça y est, la marque est libre, on a déposé, on est donc propriétaire. Nous sommes propriétaires de la marque Front populaire. Maintenant, Front populaire, c'est pas seulement une marque, c'est aussi un moment de l'histoire. On va pas déposer la Révolution française, on va pas déposer la Révolution nationale ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il y avait ça. Je peux vous dire, sans forcément trahir, mais il y a des gens qui ont quitté Mélenchon, qui sont revenus nous voir et qui ont dit que Mélenchon avait piqué une colère noire quand il a su que nous appelions notre revue Front populaire. Ah oui. Il avait l'intention de préempter la chose et d'en faire une machine de guerre pour les présidentielles qui ont suivi, les dernières donc. Ah oui, celle de 2022. C'est ça. Ouais. Et nous avions en dessous de Front populaire inscrit un peu notre idéal, qui est une phrase de La Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. L'ami de Montaigne qui a écrit un discours sur la servitude volontaire, qui est un magnifique livre. Ouais. Et donc, comme pour se venger, Mélenchon a créé un institut La Boétie. Alors je veux bien que ce soit un pur hasard, mais ça pouvait être aussi une espèce de vengeance perfide d'un monsieur dont le ressentiment est le moteur, on le sait. Et donc voilà. Alors effectivement, c'est un peu gênant. Moi, je préfère qu'on dise aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et ça me gêne pas quand on dit le nouveau Front populaire. Front populaire, on n'est pas. Bon, oui, on est propriétaire de la marque, mais on va évidemment pas faire de procès. On va pas non plus dire on a acheté la marque, donc on est propriétaire de ce qu'a été le Front populaire. Simplement. Mais qu'est-ce que vous pensez que là, je parle du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est pas open bar? Parce que quand on voit l'étendue du champ... Là, il s'agit de dire on sauve nos meubles sous prétexte d'antifascisme. Donc on veut des postes. Voilà. C'est-à-dire que c'était la même chose avec la NUPES. C'est des gens qui sont prêts à faire des mariages de raison et pas des mariages d'amour. Des mariages de raison en disant je te déteste, mais je t'épouse parce que tu amènes de l'argent dans la corbeille. On s'épouse pour la dot. C'est ça le Front populaire aujourd'hui, le nouveau Front populaire. On s'épouse pour la dot. Moi, je lis intégralement Maupassant tout de suite. Tous ces gens-là sont des personnages de Maupassant, animés par la haine, la méchanceté, le ressentiment, l'égocentrisme, le narcissisme. On veut des postes, on veut de l'argent, on veut des couvertures médiatiques. Le peuple, on n'en a rien à faire. Et on est prêt à tout. Quand vous pensez que des gens comme Hollande se retrouvent associés à des gens comme Boutou, on se dit, mais ça saute aux yeux de tout le monde, que effectivement c'est la carpe et le lapin, cette histoire. Mais au bout du compte, ils vont sauver des postes et c'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire que je suis pas du genre à rabattre tout sur la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit bien comment un pacte germano-soviétique a pu avoir lieu. Déjà, parce que c'est presque un second pacte germano-soviétique ce qui a lieu. C'est-à-dire que les communistes et les nazis signent un accord, l'accord Ribbentrop et Molotov, qui permet de 39 à 41, 39-40-41, qui permet la collaboration. Mais vraiment la collaboration. C'est-à-dire que la CGT aujourd'hui qui nous dit alto-fascisme, la CGT à l'époque elle appelait à saboter le matériel de guerre. Le PCF appelait à collaborer. Oui, ils l'ont écrit d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire ces gens ont eu 2 années de collaboration avec les nazis. C'est pas avec Jordan Bardella. Ces gens-là ont, dans leur histoire assez récente, collaboré pendant de 39 à 41 avec les nazis et nous donnent des leçons d'antifascisme. Ouais, mais Michel Onfray, il faut le dire, après ils ont payé quand même assez durement leur résistance. Mais attendez, qui les soviétiques. Oui, j'entends bien, mais qui rompt le pacte germano-soviétique ? C'est pas Staline, c'est Hitler. Non, c'est Hitler. C'est Hitler qui décide de Barbarossa, c'est-à-dire on ne sait pas si Hitler n'avait pas rompu le pacte jusqu'où ce serait allé. Il y aurait eu probablement un Yalta. Et ben c'est ce que j'allais vous dire. Il y aurait eu un Yalta avec Adolf Hitler et Staline, et on aurait une partie de l'Europe de l'Ouest qui serait devenue hitlérienne et une partie de l'Europe de l'Est qui serait devenue stalinienne. C'est du moins ce que n'excluait pas Staline. Alors je veux bien qu'aujourd'hui on nous présente le grand danger comme venant de Jordan Bardella. Je veux dire, il y a encore assez peu, ce parti-là faisait l'éloge des nazis. Il demandait aux nazis l'autorisation de faire reparaître l'humanité. Donc faisons un peu d'histoire. C'est-à-dire que tous ces gens qui récupèrent le Front populaire, on pourrait aussi, pour le coup, leur dire, mais savez-vous ce qu'a fait la chambre du Front populaire quand il a fallu voter les pleins pouvoirs à Pétain ? C'est cette chambre-là.
C'est cette chambre-là, c'est-à-dire que il y en a très peu qui ne votent pas pour le maréchal Pétain. Absolument, vous avez raison. Vous avez raison. Et tous les magistrats, tous les profs de fac, la police, pas forcément les policiers, mais l'état-major de la police, tous ces gens-là se sont ralliés au maréchal Pétain. Et donc à une politique de collaboration. Et ils attendent le STO, ils attendent la victoire de Stalingrad, c'est-à-dire 1943, pour entrer en résistance, tous ces gens-là. Et quand on a des résistants qui comme Malraux, par exemple, entrent en résistance en mars 1944. 1944, c'est-à-dire quelques semaines avant le débarquement. Et c'est l'époque où Sartre et Beauvoir entretiennent des bonnes relations avec Radio Paris. Je rappelle que Simone de Beauvoir travaille à Radio Paris, qui était une radio dans laquelle on égrenait des discours antisémites. Radio Paris Mans, Radio Paris absolument, c'est ça. Et donc tous ces gens qui donnent des leçons d'histoire aujourd'hui ne connaissent pas véritablement l'histoire, parce que franchement, se réclamer de cette période-là, moi je pense qu'il y a qu'une seule référence digne de ce nom, c'est le général de Gaulle, et c'est le 18 juin 1940. Celui-là résiste. Et il n'attend pas le STO, il n'attend pas Barbarossa, il n'attend pas la fin du pacte germano-soviétique, il n'attend pas l'annonce de l'entrée en guerre des États-Unis pour résister. Et puis il y a eu des étudiants et des tas de gens qui ont fait un travail extraordinaire, il faut le dire. Hein, vous savez. Maintenant, moi, effectivement, j'ai un peu d'indulgence pour les gens qui ont du talent. Et c'est vrai que Malraux, c'est Malraux, quand même. Hein, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il faut revoir l'histoire, c'est vrai, et se dire qu'il y a une chanson de Sardou, si les Ricains n'étaient pas là, on peut se demander que si les Reskov n'étaient pas là, même chose, hein, aussi. Oui, mais Sardou n'est pas une référence pour moi, parce qu'il a quand même fait, souvenez-vous, quand même une chanson où il dit Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. Ah oui, c'est vrai. Une chanson de Sardou, ça aussi. Donc, je veux bien que faire l'éloge des Ricains et en même temps de Lénine, il y a un truc qui est problématique. Oh, il était centriste. Non, je pense que c'était un bon chanteur et un anard de droite plutôt qu'un idéologue. Non, c'est sûr. Et qui mérite notre sympathie d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors pour parler, Michel Onfray, mais c'était vraiment, c'est important de voir effectivement ce côté, vous savez, la lutte des classes remplacée par la lutte des places, un peu, hein, c'est un peu ça. Mais au-delà, au fond, aujourd'hui, parce que vous parlez beaucoup de Maastricht et compagnie, et tout ce qui s'est passé ensuite, évidemment, le référendum de 2005, Lisbonne, tout ça, on a vu la somme des reniements institutionnels et du pouvoir. Mais au fond, quand vous parlez, parce que vous parlez de tout ça, et je voudrais qu'on pratiquement aujourd'hui dans la France telle qu'elle est, ce socialisme libertaire dont vous parlez, Proudhon, vous savez, vous réclamez beaucoup de Proudhon et puis de beaucoup d'autres, effectivement. Est-ce que sur le plan pratique, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez représenté par une quelconque, je ne dirais pas formation politique, mais un quelconque courant, disons, qui est dans la politique, dans la lutte pour les élections et tout ça, ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'ils ont tous en commun, tous, hein, vraiment, de Poutou à je sais pas qui, à Marine Le Pen, en passant par Bayrou, d'être des Jacobins. Ils sont tous des Jacobins, c'est-à-dire ils pensent que l'État doit tout gérer, doit tout faire, et que l'État doit décider de ceci, de cela, de l'âge de la retraite, de la taille des culottes courtes des enfants dans les écoles. Enfin, et moi je suis pas Jacobin, c'est-à-dire je ne pense pas que l'État, ça doit être un État centralisateur qui dirait nous avons décidé à Paris que maintenant, ce sera comme ceci ou ce sera comme ça. Je suis un Girondin. Et il y a un très beau livre de Tocqueville qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution, où Tocqueville dit la Révolution n'a pas été révolutionnaire parce qu'elle n'a pas touché à l'essentiel étant l'État centralisé. Et il dit depuis Philippe le Bel, et on pourrait ajouter jusqu'à aujourd'hui, et c'est le cas de Mélenchon, c'est le cas de Jordan Bardella, ou c'est le cas d'Emmanuel Macron, ce sont tous des Jacobins qui disent nous allons décider, nous allons faire de telle sorte que la retraite ça va être comme ceci, etc. Moi je suis dans un socialisme libertaire proudhonien assez français, c'est-à-dire proche des communards. C'est-à-dire les communards m'intéressent, je déteste la Révolution française qui décapite. Et j'adore la commune qui met le feu au bois de la Guillotière. Mais c'est formidable. Et vous avez raison de le dire, en un mois. Fusillé après par Thiers, dont Emmanuel Macron a fait l'éloge. Je rappelle qu'il y a un moment donné, pour célébrer ou commémorer du moins la commune, Emmanuel Macron a pris la parole en expliquant à l'époque que Thiers avait sauvé la République contre les communards. Ça a été clairement dit. C'est pour ça que j'ai fait un livre contre Macron qui s'appelle Foutriquet, petit branleur, si on veut une traduction. Et le mot se trouve chez Hébert, au XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, il se trouve chez Vallès, qui lui l'utilise contre Thiers.
et se trouvera plus tard chez Pierre Boutang au XXe siècle. Précis de Foutriquet, c'est ça. Pour Giscard. Oui, c'est ça. C'est un pamphlet assez extraordinaire, qui a été mon professeur quand j'étais à la Sorbonne, Pierre Boutang d'ailleurs. Et de fait, Foutriquet, ça lui va comme un gant parce que il a clairement fait savoir à l'époque que d'une certaine manière, les communards et les gilets jaunes, c'était la même chose. Et que lui, il a sauvé la République comme tiers, c'est-à-dire en faisant tirer sur la foule. Alors bon, il n'a pas fait de mort. Macron, on a changé de siècle, mais il a fait quand même des éborgnés. Voilà. Oui. On en reparle, on continue à en parler avec Michel Onfray après cette petite pause et on se retrouve très vite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Michel Onfray aussi, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio, on le sait en ce moment, et il y a de quoi. La foudre gouverne le monde aux éditions Albin Michel. Effectivement, il y a ces échéances-là, mais au-delà des échéances électorales, législatives, et ce qui se passe un peu partout, économiquement, militairement, toute cette tectonique des plaques, on voit très bien avec le BRICS d'un côté, les foyers au Moyen-Orient, au Proche-Orient et autres. Au fond, vous parlez déjà communisme et des Girondins et des Jacobins, Michel Onfray. Mais au fond, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas envie d'entrer dans un parti, mais qui a envie de faire et qui sent que ça ne va pas, et je vous assure qu'on a des témoignages d'auditeurs tous les jours là-dessus, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre sans leur dire c'est pas la solution ou le lapin qui sort du chapeau, mais comment se prendre en main parce qu'on sent que les gens ne savent plus où ils habitent? Oui, alors, quand, par exemple, on parlait tout à l'heure de la commune, si vous dites il y a un garde-manger qui est vide pendant la Révolution française, on vous dira, tribunal révolutionnaire, décapitation, taxation des profits et puis décapitation des accapareurs, etc., etc. Et on fait de la théorie, on coupe des têtes et on change pas les choses. On fait de telle sorte que finalement les gens changent de maître, c'est tout. Et devant le même garde-manger vide, que font les communards? Ils créent des restaurants coopératifs, des épiceries coopératives. Et là, on s'aperçoit que la solution, elle est là, dans la coopération, dans la mutualisation. Ça veut dire que chacun doit pouvoir se dire, moi je peux pas donner de leçons à chacun, ce que je peux dire dans la théorie, c'est que là où les auditeurs qui m'écoutent le savent, ils pourront faire le travail par eux-mêmes, que peuvent-ils faire là où ils sont? Sont-ils dans un village, dans un quartier, dans une banlieue, dans une grande ville, etc. Sont-ils parents, grands-parents, etc. Sont-ils producteurs, sont-ils acheteurs, sont-ils, etc., etc. Et après, on s'organise. Sont-ils dans un immeuble? Sont-ils dans une maison particulière? Et chacun fabrique de l'autogestion là où il est. On a tous des grands-parents, des parents ou des parents dont il faut s'occuper. Ça coûte horriblement cher les EHPAD et c'est de la machine à faire de l'argent en niant ces gens-là. La plupart du temps, ces vieilles personnes, nos anciens. On peut fabriquer des maisons, appelons ça comme ça, des maisons d'anciens, qui seraient des maisons d'anciens dans lesquelles on pourrait mutualiser, coopérer et se dire, eh bien, on va se mettre ensemble et plutôt que de donner 2000 ou 3000 euros par mois, on va les donner à cette association et on va avoir des gens qui peut-être dans le village, etc. Dans une école, on peut très bien imaginer faire la cuisine, s'occuper même des tâches, faire de telle sorte que les enfants dans un village, par exemple, puissent avoir des études gratuites après l'école, par exemple, parce qu'il y a des parents qui ne savent pas, c'était le cas des miens, et qui ne savent pas aider les enfants à faire des leçons de maths ou des leçons d'anglais. C'était le cas de mes parents, évidemment. Je vais recréer, moi, une université populaire dans mon village à Chambois. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais on peut le faire comme ça. Nous parlions en antenne, vous et moi, de la possibilité, par exemple, d'éditer des livres en faisant l'économie de tout le business éditorial qui est aujourd'hui un business libéral. C'est-à-dire, on vend du papier, mais pas des idées. Si on dit, ben voilà, vous avez aujourd'hui le Proust de demain, mais vous n'allez pas en vendre beaucoup, et vous avez le crétin d'aujourd'hui qui va vous permettre d'en vendre beaucoup, l'éditeur dira, je prends le crétin. C'est là qu'est le problème. Donc c'est inventer là où on est, en fonction de ce qu'on est, des façons alternatives de se comporter. Ça peut être dans un bureau. On dit, ben on va organiser de manière coopérative ou autogestionnaire. Ça peut être dans un quartier où on dit ce que parfois des gens font, mais on n'en parle jamais
jamais, mais vous avez des petits dealers dans un quartier, on vous dit on amène la police arrive, eux ils se déplacent de 10 mètres et puis le soir ils reviennent dans leur point de deal, etc. Et puis parfois vous avez des gens qui disent non, on va pas laisser passer. Et on va se mettre à 10 dans l'entrée, des gens de l'immeuble, et qui disent ils ne passeront pas. Et puis voilà. Si on multiplie ce genre de choses. L'autodéfense légitime. Oui, appelons ça de l'autodéfense. Je suis pas contre non plus le fait que de temps en temps des gens disent, après tout, quand je ne dis pas la police ne fait pas son travail, mais quand on demande à la police qu'elle ne fasse pas son travail, car elle le fait, son travail, et quand elle le fait très bien. Et il y a tellement de policiers qui meurent. Mais je veux dire, il y a un moment donné où donner un coup de main, il y a par exemple des voisins vigilants, vous savez, il y a des pancartes qui sont comme ça à l'entrée de certains villages. C'est une façon de dire, oui, on a vu passer quelqu'un 3 fois, quelqu'un qui a pris quelques photos, et on se dit, on va commencer à regarder. Et puis il y a des gens qui disent, on va peut-être pas aller piller ici parce qu'on a déjà été vu et repéré, et puis voilà. C'est-à-dire une espèce d'autogestion qui n'est pas une société policière qu'on reconstruirait, mais simplement une société fraternelle dans laquelle on pourrait dire, ici, à l'école, dans une épicerie, ou avec les paysans. Des paysans à qui on achète leurs produits à des tarifs dérisoires, qui crèvent la faim, et notamment, oui, voilà, et puis notamment des grosses boîtes comme Leclerc. Quand je vois Michel-Édouard Leclerc, je me dis, il est quand même pas culotté de venir nous dire qu'il faut s'occuper des petits producteurs, etc. Il en a 2 ou 3, d'accord, mais il achète à un tel prix que, voilà, si vous dites, on va avoir un producteur, un paysan, on a dans un village 2 ou 3 magasins abandonnés, on va voir avec le maire du village s'il peut pas nous prêter ou nous louer 1 euro symbolique, et on va mettre les viandes, les fruits, les légumes, ce qu'on aura à vendre, éventuellement du miel, éventuellement des objets divers et multiples. Et puis, on a la possibilité de faire des tours de garde les uns les autres. Si on est à 4 ou 5, on boit un coup, on parle, on discute en même temps, on vend des patates, on vend des légumes et des fruits, etc. Je crois plus à ça qu'au fait de voter et d'attendre un homme providentiel qui nous dira, nous avons débloqué une enveloppe qui ira, etc., etc. On sait bien que ça marche pas. Donc si les gens se prennent en main, s'ils pensent que l'entreprise peut effectivement être une bonne chose quand elle est dirigée de façon sociale et socialiste, c'est toute l'économie des communards, c'est toute l'économie des prodoniens, et ça marche très bien. Et puis après, ça recrée j'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin du lien social. Oui, les gens font ils font des bals, ils font des épiceries solidaires, ils font des bistrots dans lesquels on fait venir des gens qui jouent un peu de guitare, qui font la lecture de quelques poèmes, on a des gens qui font de la cuisine et qui se retrouvent, et ça, on n'a pas besoin que ce soit machin ou bidule qui soit au pouvoir pour que ça ait lieu. Et c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas aujourd'hui, en 2024, un courant politique, je dis pas un parti, j'ai dit un mouvement ou un courant qui prône ça, parce que effectivement, moi j'ai vu, vous savez que au Québec ça existe dans certains villages, et en France je suis sûr que ça existe dans un certain nombre de villages où les gens s'entraident, se complètent, font de la synergie. Oui. Mais il n'y a pas un courant politique qui... En France, non. En France, on est peut-être le pays le plus jacobin qui soit, en dehors du totalitarisme, je veux dire. Mais aujourd'hui, l'État s'occupe de tout, de votre vitesse dans votre voiture, de ce que vous ingérez, de ce que vous fumez, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de votre façon de vous comporter. Quand on vous fait de la pub aujourd'hui pour une voiture, d'abord il faut qu'elle soit électrique, mais ensuite on vous fait savoir, la pub même de la voiture, que vous pouvez économiser votre voiture et partir en vélo. On en est quand même là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on peut s'affranchir un peu de tout ça en disant, mais arrêtez de vous occuper du moindre détail de ma vie intime et privée, et puis permettez-moi un peu d'audace, un peu d'esprit d'entreprise. On peut aujourd'hui créer des écoles. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. On peut très bien dans un village dire, on a, je sais pas quoi, un vieil instituteur retraité qui lui est prêt à faire une école dans laquelle on est soumis à l'inspection, il n'y a aucun problème, et on reçoit les enfants. C'est légal. Mais c'est légal, bien sûr que c'est légal. Oui. Ouais. Donc le problème, c'est pas de nationaliser toute l'éducation nationale, c'est de privatiser éventuellement, de manière générale, en disant, mais laissez faire dans un village des anciens qui auront décidé, par exemple, de faire une étude le soir où on va faire de l'orthographe, de la grammaire, des dictées, où on va apprendre des poésies. Et là encore, les personnes âgées, plutôt que de regarder des sottises à la télévision, pourraient trouver un vrai bonheur ou un vrai plaisir à retrouver des gamins et leurs parents qui les amènent et qui les emmènent, avec la possibilité de faire refaire lien. Mais Michel Onfray, vous êtes traité de sulfureux libertarien avec ça, non? Oui, mais ça me gêne pas, parce que moi je pense qu'il y a des choses intéressantes chez les libertariens. Quand ils nous disent, après tout, si la police n'est pas faite par les gens qui sont payés pour la faire parce qu'on leur demande de ne pas la faire, alors laissez-nous la faire.
Si l'éducation nationale est mauvaise et que, non pas à cause des professeurs, mais à cause des programmes, eh bien laissez-nous faire l'éducation. Si la possibilité de s'occuper de nos anciens, elle est si mauvaise parce qu'on fait on appelle ça l'or gris, vous vous rendez compte? Avec les cheveux gris, l'or gris. L'or gris, oui. Si on veut faire de l'or gris avec des personnes âgées dans des EHPAD et que, laissez-nous fabriquer des choses alternatives. Je crois qu'il y avait des femmes qui avaient fait une maison comme ça qui devait s'appeler Baba Yaga ou quelque chose comme ça, et qui disait, nous on veut être entre nous, entre femmes, on veut pas que les hommes nous emmerdent, mais c'est autogéré. Mais que les gens se saisissent de l'autogestion en disant, n'attendons pas les solutions de Paris, encore moins de Bruxelles, mais là où nous sommes, fabriquons des occasions alternatives de produire, de diffuser, que ce soit le savoir, la culture, ou la nourriture, ou l'affection. Et c'est là où, effectivement, Michel Onfray, je crois que vous aussi, vous serez d'accord, rejoint le merveilleux titre de Samuel Beckett, Imagination morte, imaginée. Oui. Merci Michel Onfray d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre La foudre gouverne le monde aux éditions Albin Michel. André Berkamp, on vous retrouve demain pour la culture avec Céline Alonso entre 13h et 14h. Et demain, Alexis Poulain sera là entre midi et 13h. À demain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.